Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode des School Days, un format proposé par J'ai un pote dans la com, dans le but de vous proposer des informations et de décrypter les écoles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école Écart Paris, qui est spécialisée dans le cinéma et le métier de l'audiovisuel. Aujourd'hui, pour nous présenter cette école, nous recevons Maxime Gauthier, pardon, responsable des opérations, et Christophe Serré, directeur des projets pédagogiques. Bonjour messieurs, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ça va être l'occasion de parler un petit peu des métiers du cinéma et de la télévision et de l'audiovisuel dans son ensemble. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous prêter à la fameuse minute promo? C'est quand vous voulez. Alors, l'Écart, c'est une école supérieure de presque 50 ans d'existence qui a commencé en tant qu'école d'acteurs avant de s'enrichir au fil des années de formations qui lui permettent aujourd'hui de couvrir toute la chaîne de production audiovisuelle et cinématographique. Donc, vous retrouverez à l'Écart les métiers qui vont de la conception d'un projet jusqu'à sa finalisation, en commençant donc par l'écriture scénaristique, la composition musicale, puis la production pour traiter tout ce qui relève de l'organisation et du financement d'un projet. Et puis ensuite, les métiers du plateau avec la réalisation, l'actorat, les métiers techniques. Et puis enfin, le son, la post-production avec les effets spéciaux, le montage, le mixage et pour finir, l'étalonnage. Voilà la minute. Merci pour cette minute d'introduction et un petit peu de précision des différents enjeux de l'écart. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur l'aspect singulier de l'école, comment elle va se différencier des autres écoles et comment elle tire son épingle du jeu dans le secteur de l'audiovisuel? Alors je pense qu'elle tient surtout cette spécialité à la pédagogie de l'école qui pourrait se résumer à une formule finalement assez simple qui serait apprendre à faire. C'est-à-dire que nous sommes davantage attachés finalement à la méthode et au cheminement qu'au résultat, parce qu'en fait, vous apprenez votre métier tout simplement. Donc, si je prends l'exemple du département réalisation, l'objectif ne va pas être de vous faire réaliser des projets audiovisuels, c'est avant tout de vous apprendre à les réaliser correctement. Donc, l'école se veut une école pragmatique, une école où l'on pratique, non pas en électron libre, mais surtout dans le cadre d'un accompagnement et de tutorat. Mhm. Et puis un autre élément marquant à l'écart, c'est la présence des différents maillons de la chaîne de production qui permettent aux étudiants de travailler ensemble au sein de l'école sur des projets transverses tout au long de leur parcours. Voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment l'aspect inédit de l'école et c'est à travers ça que vous essayez de vous différencier. Quelles sont, pour continuer cette présentation, les trois grandes valeurs, si je puis dire, de l'école et qu'est-ce qui la fait vivre, quel est son ADN? Alors la première valeur, c'est celle d'excellence, puisque vous avez choisi un secteur qui nécessite de faire preuve d'excellence, tant d'un point de vue technique, ça c'est en gros votre savoir-faire, hein, qu'en termes de savoir-être, puisque vous allez évoluer dans des métiers où le niveau d'exigence est vraiment très élevé et où prévalent des codes en termes de comportement, en termes de ponctualité, Mhm. d'interaction sur un plateau avec d'autres professionnels, sachant que chacun doit tenir son rôle dans la chaîne de production. Et ces codes-là, ils ne s'inventent pas et nous allons avoir à vous les apprendre et à vous apprendre à les maîtriser. Un autre axe d'exigence, c'est la capacité à communiquer en anglais. Aujourd'hui, les productions sont de moins en moins nationales, on voit de plus en plus de coproductions internationales, et donc Mhm. le métier nécessite de partager une langue passeport qui est l'anglais. Donc notre enjeu à nous, c'est de vous accompagner sur ce terrain, d'autant qu'à l'écart, vous aurez la possibilité et la chance de côtoyer les étudiants du département international. Donc si vous voulez pouvoir travailler avec eux sur des projets, parler un anglais professionnel au moins, ça va vous paraître rapidement nécessaire. Voilà. Alors pour mener à ce degré d'excellence, on a fait également le choix de confier les enseignements à des intervenants qui sont tous des professionnels en activité et qui sont aussi des pédagogues, parce que c'est pour nous la garantie qu'ils vous transmettent les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui sont en vigueur dans la profession. À cela va s'ajouter enfin le fait qu'on dispose de notre propre magasin plutôt que de louer du matériel. Et donc, Mhm. ça nous permet d'habituer les étudiants au matériel et aux équipements qui s'utilisent dans la profession et de leur apprendre aussi à calibrer leurs besoins techniques en fonction de la nature de leur projet. Deuxième valeur, c'est celle du réseau. Le secteur que vous allez rejoindre, il est extrêmement marqué par cette notion de réseau, ce qui ne veut pas forcément dire piston, hein, on est vraiment sur deux choses distinctes, parce qu'on raisonne en logique d'équipe de travail et que lorsque se monte un projet audiovisuel, quel qu'il soit, que ce soit une publicité, un film institutionnel, un long métrage, un court métrage, un documentaire, dans tous Mhm. les cas, il va falloir réunir une flopée de compétences. Donc pour ceux qui cherchent des compétences et pour ceux qui veulent proposer les leurs,
inévitablement, il va falloir jouer la carte du réseau. Alors ce réseau, nous allons vous apprendre à le bâtir dès votre intégration dans l'école, puisque vous allez travailler avec des étudiants de votre promotion, vous allez travailler avec des étudiants qui suivent une autre formation que celle que vous aurez choisie, éventuellement aussi avec des étudiants du département international. Donc peu à peu, vous allez identifier celles et ceux avec qui vous fonctionnez bien, qui partagent vos goûts, qui partagent aussi vos valeurs, qui travaillent de la même façon que vous, et c'est d'ailleurs sans doute avec ceux-ci que vous commencerez votre activité professionnelle au sortir de l'école, peut-être même en allant jusqu'à créer votre structure avec eux. Même logique avec nos intervenants, puisqu'ils vont vous voir progresser, travailler en situation lorsque vous êtes sur des phases de pratique, notamment, et ils vont naturellement faire appel à vous lorsque vous serez suffisamment opérationnel pendant ou à la fin de la formation. Notre objectif, c'est en sorte que vous sortiez de l'écart avec un carnet d'adresses, et un carnet d'adresses qui soit vraiment exploitable. Troisième et dernière valeur, c'est celle de l'employabilité. Alors, vous allez avoir la chance d'étudier dans un domaine qui correspond à vos passions, ce qui est tout de même assez exceptionnel, mais il faut absolument avoir à l'esprit que la finalité de ces études, c'est avant tout l'emploi. À l'écart, il nous paraît important de vous tenir un discours de réalité et de vous préparer à ce qui vous attend à la sortie. Pour cela, on vous met dans des conditions les plus proches possibles de celles que vous connaîtrez en tant que professionnel dans le cadre des projets, puisque vous allez apprendre à présenter vos idées et vos réalisations. Vous allez aussi apprendre tout ce qui fait l'environnement qui est extrêmement particulier de l'audiovisuel, sur des aspects qui sont des aspects juridiques, sur des aspects entrepreneuriaux. C'est quoi le statut d'intermittent? Est-ce que c'est celui qui me convient? Comment est-ce que je vais l'obtenir? Comment je vais monter ma structure? Comment je vais chercher des financements, etc. L'idée, c'est que vous sortiez de l'école en étant parfaitement lucide sur le marché, sur les opportunités qui vont être à saisir, même si elles ne sont pas totalement et parfaitement dans le spectre de ce qui vous passionne, et sur le fait que le cinéma, ce n'est pas le Graal absolu, et qu'il faut faire vraiment feu de tout bois quand on démarre dans la profession pour nouer les contacts, développer son réseau et travailler sur d'autres formats que le cinéma aussi, que ce soit en télévision, sur le web, en pub, en film institutionnel, etc. En fait, notre objectif à nous, c'est avant tout de vous rendre employable, parce que des études en audiovisuel, ça coûte cher. Et que pouvoir vivre de sa passion après ses études, c'est quand même le meilleur retour sur investissement pour vous, et c'est aussi le meilleur gage de réussite pour nous. Oui, non, c'est clair, et je pense que c'est bien résumé. En tout cas, c'est important de le souligner, de dire que oui, effectivement, ça demande beaucoup de choses, mais c'est aussi rassurant ce que tu nous dis là. Est-ce que Maxime, par ailleurs, tu as des chiffres à nous communiquer sur l'école et sur peut-être son nombre d'anciens, la date de création ou ce genre de choses qu'on pourrait noter? Alors oui, bien sûr. On a essayé de regrouper plusieurs chiffres comme ça pour vous les communiquer. L'écart, ça existe depuis 1972. Nous, on a une superficie de 3900 mètres carrés qui comprend donc 6 plateaux, 2 salles pour les acteurs, parce que c'est un peu notre spécificité aussi, on y reviendra plus tard. On a 5 salles informatiques, on a 20 box de post-production, 6 studios de mixage 5.1 et une salle studio de sonorisation. En chiffres encore, on investit chaque année 200 000 € en matériel et logiciel. Ça ne comprend pas tout ce qui est maintenance et consommable, c'est vraiment des investissements essentiels. Okay. On a aussi environ 200 intervenants qui, comme l'a dit Christophe, ils sont tous professionnels et en activité. Chaque année, on envoie, je tenais à mettre ce chiffre-là parce que chaque année, on envoie 16 étudiants pour créer des reportages à Cannes pour 2 de nos partenaires, que sont Toute la Culture ou Écran Total, qui est un journal qui est plutôt lu et qui est vraiment au fait de la profession. Après, on n'a pas encore les chiffres concernant les anciens. On travaille actuellement sur la plateforme Alumni. Christophe y reviendra peut-être en parlant plus spécifiquement de ça, mais sur les anciens, on est en création justement de toute cette base de données. Voilà. Et puis, en tout cas, nos anciens reviennent souvent à l'école, donnent des cours, donnent des masterclass. Enfin, voilà, on verra ça tout à l'heure, je pense. Ok. Mais merci pour les infos un petit peu plus chiffrées sur la première partie qui est la partie pitch. Est-ce que sur le campus en lui-même, est-ce qu'on peut avoir un petit peu des infos sur comment ça fonctionne, où est-ce que vous êtes basé? Parce que c'est vrai que l'école d'audiovisuel, comme vous l'avez dit, il y a du matériel,
Bien sûr. Faut avoir de l'espace, des studios, des plateaux. Vous êtes basé où et comment ça marche? Est-ce qu'il y a deux, trois infos là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, le site aujourd'hui, on est situé à la Plaine Saint-Denis, donc vraiment au milieu de tous ces studios. On est Ouais. en train d'essayer de pousser les murs, là, comme ça fait 1 an et demi où on essaye de pousser les murs. Alors, nous, on va déménager pour septembre 2021 à Ivry, où on va passer à 7 900 mètres carrés, donc on sera Ok. beaucoup. On va avoir plus de plateaux, on sera à 8 plateaux là-bas et chaque plateau sera plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. On aura une salle de plus pour les acteurs, donc on aura 3 salles. On va passer aussi de 20 à 30 box de post-prod, dont 10 studios de mixage 5.1. Désolé, hein, je continue un peu sur les chiffres, mais c'est super Ouais, important. non, mais c'est important, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, on va avoir un très beau studio de sonorisation avec la vitre, vraiment ce que vous imaginez quand on fait de l'enregistrement musical. On va aussi avoir également une salle de projection avec 200 places qui nous servira aussi d'amphi. Et on Ok. va avoir 6 salles informatiques et on aura un espace restauration pour les étudiants avec 350 mètres carrés. Et on aura un espace de vie collective au dernier étage avec une vue sur Paris de 650 mètres carrés. Donc vraiment pour travailler tous les projets étudiants, pour se regrouper quand ils sont en création de leur projet, c'est plutôt pas mal. C'est une vraie chance d'avoir ça. Bien Euh, sûr. et on va avoir une résidence étudiante qui sera vraiment collée au campus, juste à côté du campus, vraiment attenante au campus. Voilà, ce sera un bâtiment sur 9 niveaux, accessible avec la ligne 7 du métro et aussi par le tramway. Je fais un peu mon Stéphane Plaza, je vous explique. Mais bon, voilà, ça sera très facilement accessible et on est content de rester quand même sur le métro. Ok, d'accord. Pour la 12, actuellement, à la Plaine Saint-Denis, à Front Populaire. Eh ben, c'est bien d'avoir toutes ces infos-là parce que je pense que tout ça, c'est assez éloquent et ça donne envie, en tout cas, quand on voit que tout est mis à dispo pour pouvoir mettre les mains dedans, comme vous disiez, bah, je trouve ça plutôt intéressant. Concernant le nombre d'étudiants maintenant, est-ce que vous savez un peu qui est chez vous, qui est étranger, qui est français, comment ça marche, comment ils sont, combien ils sont par classe peut-être par exemple aussi? Ouais, on a 868 étudiants et alternants compris. Ok. Euh, il y a 642 étudiants en formation francophone. On a 103 étudiants en formation internationale et on a 123 en alternance cette année. Mhm. En ce qui concerne, je rebondis là sur ta question, sur votre question, en ce qui concerne les classes en première année en réalisation, c'est très important pour nous de ne pas dépasser le nombre de 25. Et quand ils sont en situation, par exemple sur les cours de mise en scène, ils vont Mhm. être divisés en deux ou sur les cours de caméra de lumière pour pas être plus de 12 ou 13 par plateau. Voilà. D'accord. Donc ça reste des équipes plus ou moins, enfin des équipes qui sont assez réduites, en tout cas qui permettent le travail en groupe. Exactement. Ok, très bien. Bah, ça, c'était pour la partie vraiment introduction, pitch. On va passer à la deuxième partie qui est la partie formation, où on va aller un petit peu plus loin dans les cursus, dans les diplômes préparés et dans le type de cours, le type de projet proposé. Donc, deuxième partie, partie formation. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. On prendra le temps d'y répondre, notamment dans la partie questions-réponses à la fin. Moi, j'avais une question sur le monde de l'audiovisuel et qu'est-ce que ça comporte comme type d'expertise. On a parlé de cinéma, de télé, de publicité. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu tout ça et surtout me dire quel est le type de diplôme que vous proposez en post-bac et ensuite en bac+3, bac+5 peut-être? Ouais, alors je vais d'abord parler des catégories hein, qu'on propose en formation. Ouais. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment le monde de l'audiovisuel au sens large. Mhm. Donc c'est ce qui relève de l'écriture au tout début, de la production, de la réalisation et de la post-production. Donc aussi bien pour des programmes qui sont destinés à la télévision, au web ou au cinéma, mais aussi, et c'est très important, Christophe le soulignait avant, mais aussi pour la publicité, ou encore quand on va sur les formations sonores, c'est encore ce qui relève du son et de la musique à l'image, euh, Mhm. ou encore du son pour l'événementiel et le spectacle vivant. Je tiens à souligner une dernière chose sur les catégories, c'est qu'on a la particularité d'avoir des acteurs au sein des CAR.
On est très attaché à ça parce que c'était historiquement, l'Écart s'est fondé sur cette école d'acteurs, donc on a appelé ça l'Actorat. Et donc le département Actorat, on a l'année dernière eu un de nos comédiens qui a intégré le Conservatoire national d'art dramatique. On a une super équipe qui est en place et donc on forme aussi pour les comédiens à passer dans les conservatoires nationaux. Et donc on prépare aussi au concours chez nous. D'accord, ok. Après, on va venir un peu sur la liste des cursus, mais Ouais. je peux enchaîner là-dessus. C'est-à-dire Ouais, que ouais. différents cursus qu'on propose, c'est quand on arrive en post-bac à Écart, donc il y a 5 bachelors francophones. Donc il y a un bachelor en réalisation, un bachelor réalisation sonore, Mhm. un bachelor post-production, un bachelor scénariste et un bachelor en actorat. Et ensuite, on a aussi les BTS audiovisuels. On a 4 des 5 options qui sont proposées. On a l'image, le son, le montage post-prod et la gestion de production. Et enfin, on a aussi le Bachelor of Fine Arts, donc avec des spécialisations en scénario, en mise en scène, en montage, en cinématographie et en production. D'accord. Ça, c'était pour toute la partie post-bac directement. Après le bac, c'est la partie bachelor. Est-ce que maintenant, donc, sur la partie peut-être bac plus 4, bac plus 5, donc on appelle ça les masters, quelle spécialité vous proposez? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on est sur la formation initiale tout d'abord, avec la possibilité de rentrer par admission parallèle sur certaines troisième années, notamment en Ok. réalisation sonore, hein. Donc, Maxime parlait effectivement du son, avec différentes options, ingé son à l'image, ingé son studio, ingé son musique et live, et puis composition. On a une formation aussi un peu particulière, qui est une formation de sound designer qui se fait en 1 an. Et puis un master en production audiovisuelle, un master professionnel, avec une première année qui se fait en formation initiale. Ensuite, on peut aussi accéder à de l'alternance sur ces schémas-là, puisque nos bachelors professionnels sont en alternance, donc assistant Mhm. de production, assistant chef opérateur son, monteur, un type de technicien audiovisuel multitechnique et puis un technicien audiovisuel réalisateur. Donc ça, c'est des formations qui se font après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Et puis la deuxième année du master production audiovisuelle se fait elle aussi en alternance avec, pour certains publics, en fonction de leur profil, une admission directe en deuxième année de master prod. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est à la fois très précis sur les cursus, mais à la fois assez large aussi. J'ai l'impression qu'on couvre pas mal de métiers, qu'on On couvre couvre la pas mal d'expertise, à la fois très technique, mais en même temps très inspirationnelle peut-être sur Vous avez parlé aussi de la partie acting. Enfin, je trouve que c'est bien de rappeler que ce secteur-là, il est porteur de plein de métiers, de plein de choses. Ça peut m'amener à ma question suivante, hein, qui est la liste de métiers, par exemple. Quel type de métier vous pourriez nous citer auquel on peut avoir accès en sortant de l'écart, en fonction du cursus évidemment, mais à quel type de métier on peut accéder? Ouais, là-dessus, ce sont tous les métiers artistiques et techniques de la chaîne de production. Donc, c'est vraiment depuis le scénariste, comme ça, on va être très précis. Je vais vous citer comme ça les métiers qui viennent. Il y a le scénariste, il y a l'assistant de production, il y a le Mhm. directeur de production, il y a le comédien, l'auteur-réalisateur, le réalisateur technique, l'ensemble des métiers techniques du plateau, donc que ce soit le chef opérateur, le cadreur, l'assistant caméra, le preneur de son, le machiniste, l'électro, l'assistant réalisateur, le D'accord. monteur, le technicien effets spéciaux, l'ingénieur du son et le compositeur pour la partie son. Ouais, donc ça reste quand même très large. Et en tout cas, c'est, ça peut donner des idées à ceux qui nous suivent, qui savent peut-être pas encore, mais en tout cas, vous donner les clés, vous accompagner pour trouver justement le bon cursus pour le bon métier, sachant que dans tout ce secteur-là, il y a des métiers qu'on voit pas forcément à l'écran ou qu'on soupçonnerait peut-être pas, mais qui sont quand même assez présents et qui sont très utiles. Pour revenir sur la partie, Je me permets de rebondir ouais, à ce que vous dites, c'est que le choix du cursus est super important dans le sens où si on choisit un BTS, par exemple, on va être sur des formations qui sont spécifiques. On va choisir directement une voie, mhm. que ce soit image, son, montage, prod. Alors que si on va sur un bachelor en réalisation, là, on va être beaucoup plus général et ensuite l'option se fera en troisième année. Donc, on va choisir au long de son cursus ce qui nous convient le mieux en découvrant tous les métiers du plateau.
Alors que souvent, quand on a des étudiants qui viennent en BTS, c'est des gens qui savent déjà où ils veulent aller. Voilà, c'est juste la précision que je voulais faire, mais Oui, bien sûr. le choix du cursus est super important. Je pense que c'est pour ça qu'il faut venir découvrir l'école pour comprendre aussi ce qui vous attend dedans. D'accord, merci pour cette précision. Je pense que c'est important de le rappeler. Sur la partie alternance, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos là-dessus? Comment ça marche? Ouais, pour les alternants, on a 6 formations en alternance. Ok. Elles sont sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation par mois. Mhm. Alors, il y a parfois des blocs de 2 semaines de formation et c'est quand les projets en fait, qui sont menés en cours le justifient. Mais c'est épisodique dans l'année. Donc, on va dire que c'est 3 semaines, 1 semaine et parfois voilà, il y a 2 semaines de cours continus. Mais c'est assez rare. Et dans ce cas-là, il y a 4 semaines directement en entreprise derrière. D'accord. Je rappelle pour ceux qui le savent peut-être pas, mais que l'alternance, elle permet de financer son étude, son année d'études. Donc ça, c'est essentiel, hein, je pense, dans la problématique d'un étudiant aujourd'hui. L'alternance permet de financer d'une part son année à l'école et d'autre part lui permet d'avoir accès à un salaire. Donc ça, c'est intéressant aussi et je pense que ça permet d'accéder à des écoles, notamment l'Écart, qui proposent des cursus, comme vous l'aviez dit, basés sur de l'excellence et des attentes précises. Eh ben, on peut accéder à ce type d'école-là grâce à l'alternance notamment, et c'est bien de le souligner. Sur la partie toujours de formation et de cours proposés, est-ce qu'on a quelque chose qui est lié à l'anglais? Est-ce qu'il y a des cursus 100% en anglais? Parce que ça, aujourd'hui, dans ces secteurs-là, je pense que l'anglais était quand même essentiel. Ouais, c'était une vraie volonté ces dernières années à Écart aussi, mais ça l'a toujours été hein, de mettre de l'anglais dans les formations francophones. Mais au-delà de ça, oui, on a des formations, il y a 6 formations qui sont en anglais 100%. Donc tous les cours sont donnés en anglais. Mhm. Et donc on a un département international hein, à l'école. Et donc il y a ces formations, je vais vous les énumérer. Il y a le One Year Film Programme. Ça parle de soi-même, hein, voilà. Il y a le BFA, donc 1, 2, 3. C'est quoi le BFA? C'est le Bachelor of Fine Arts dont je vous parlais tout à l'heure en post-production, Mhm. en post-bac, excusez-moi. Mhm. Et ensuite, il y a le MFA 1 et 2, c'est le Master of Fine Arts. Voilà. Dedans, vous avez des spécificités, hein, vous avez des options à choisir, que ce soit cinématographie, se rapproche plus à ce qui est chef opérateur, directeur de la photo. Vous avez directing pour la réalisation, screenwriting pour le scénario et editing Mhm. pour le montage. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une info qu'il ne fallait pas rater parce que je pense que c'est essentiel d'avoir des cursus qui sont adaptés à la langue anglaise et du coup au potentiel travail à l'étranger. Ça, c'est quand même non négligeable. Maintenant, on va passer à la partie vie à l'école. Dans cette partie, on va s'intéresser ensemble à tout ce qui va concerner les cours, les formations, les projets, est-ce que ça marche avec des professionnels, des profs, des intervenants. Un petit peu d'infos là-dessus. Donc, partie vie à l'école, pour commencer, moi j'ai une question qu'on essaye de présenter à chaque fois sur le secteur de l'audiovisuel. Est-ce que c'est pas un petit peu bouché ou est-ce qu'il n'y a pas d'a priori? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me parler du secteur de l'audiovisuel en 2020? Alors, c'est un secteur en fait qui est pas du tout bouché, hein, mais effectivement très exigeant, puisque lorsqu'on se penche sur les chiffres que publie régulièrement l'Observatoire des métiers de l'audiovisuel, on se rend compte que sur les en gros 10 dernières années, Mhm. c'est un secteur qui a été en croissance régulière, qui a été en croissance soutenue, et ça, quels que soient les sous-secteurs de l'audiovisuel, puisque c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour les programmes pour la télévision et pour le web, c'est vrai pour la publicité, c'est vrai pour la post-production. Par contre, c'est comme dans tous les secteurs, c'est les bons professionnels qui trouvent des jobs, y Bien compris les sûr. jeunes diplômés d'ailleurs, hein. Voilà. Les bons vont y trouver leur place, les moins bons, vu le degré d'exigence, ça peut être effectivement plus difficile, mais c'est une question d'implication, de motivation, puis de passion aussi, parce que c'est des métiers de passionnés qui font que on peut profiter quand on est dans ces secteurs-là d'une dynamique sectorielle qui est bonne. Merci pour cette précision et je pense elle est essentielle, hein. Tu as parlé d'exigence académique, ou en tout cas de compétences, mais aussi de passion. Et je pense que c'est un bon mélange des deux, savoir donner du temps et pas forcément compter ses heures quand on est en train d'apprendre des choses et de se projeter, et de trouver le bon réseau, etc. Exigence, excellence et passion, je trouve que c'est un bon mélange, en tout cas, euh,
quelque chose qui peut amener à un bon job ou à une belle opportunité dans une boîte. Sur le côté recrutement, en tout cas, euh, élève à l'écart, quel type d'étudiant on attend? Quel est le profil type d'un étudiant chez vous et qu'est-ce qu'on attend de lui en fait? Alors, de manière globale, c'est assez simple, hein. On ne va pas chercher des parcours d'études forcément très formatés. Mhm, De manière globale, notamment pour les formations après bac, on attend plus des personnalités, des parcours personnels qu'un type de diplôme ou un type de cursus vraiment marqué. Ce qui est important pour nous, notamment pour les jeunes qui arrivent sur des formations après leur bac, c'est d'avoir des gens qui ont une curiosité artistique globale, qui sont friands de tout ce qu'ils peuvent se mettre sous la dent, et pour qui l'audiovisuel et l'artistique, c'est quelque mhm. chose qui nourrit leur quotidien. Voilà, alors c'est sûr que quand on se penche sur des candidatures pour le BTS, là on est dans une formation qui relève de l'éducation nationale, donc il y a les matières scientifiques notamment, et puis il y a la nécessité, comme le disait Maxime tout à l'heure, de savoir déjà précisément ce qu'on veut faire, ce qui n'est pas forcément le cas quand on candidate à un bachelor, où on a un spectre un peu plus large au départ avant de se spécialiser. Mais en tout cas, voilà, il faut que ce soit aussi des étudiants qui soient à l'aise avec cette approche académique qu'implique le BTS. Après, pour les années, les entrées en troisième année, en admission parallèle, ou les quatrièmes années, ou les formations qui sont plus courtes, ce qui va primer, c'est plus on avance dans le parcours et le niveau d'études, c'est le profil, c'est l'expérience, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Et puis quand on est sur des formations en alternance, bah là évidemment, il y a la logique de je veux effectivement être rémunéré et ne pas payer ma formation. La contrepartie, c'est qu'il faut offrir effectivement à un recruteur quelque chose qui va satisfaire ses besoins de compétences. Donc pour l'alternance, on va en plus de chercher un niveau de diplôme peut-être minimal, avoir en tout cas un regard sur les compétences de base opérationnelles que notre candidat va pouvoir présenter, parce que si quelqu'un le recrute et le paye pour qu'il se forme en alternant chez nous, il faut aussi qu'il ne soit pas passif sur une chaise quand il est en entreprise et qu'il soit contributeur, qu'il apporte sa valeur ajoutée et un minimum de compétences. Donc c'est sur l'alternance qu'on va avoir finalement une exigence de technicité éventuelle qu'on Mhm. n'aura pas du tout en sortant sur des publics entrant après bac. D'accord, donc c'est un étudiant qui en veut, c'est un étudiant qui se comporte un peu déjà comme un professionnel ou en tout cas qui a une réflexion proactive. C'est un peu ça qui en ressort. Je Complètement. pense que sur ces métiers-là, c'est essentiel hein, parce que c'est vrai qu'on peut pas, si à un moment donné on met pas forcément les mains dedans, c'est vrai que c'est compliqué. Et si on n'a pas une posture un petit peu plus pour ces métiers-là, rester assis sur une chaise, c'est vrai que c'est compliqué et c'est pas faisable. Donc c'est bien de le dire hein, et de dire que quand on est chez vous en tant qu'étudiant, eh ben, ça bouge et on apprend des choses et on est un peu stimulé, on est titillé, on nous fait travailler, on essaye de nous bouger un peu et je pense que c'est bien, notamment parce que les métiers de ce secteur-là demandent ça aussi. Donc le fait d'être bien préparé en école, pour la suite, après, ça devrait rouler. Comment, de votre côté, en termes de cursus, en termes de formation et de pédagogie, vous gérez tout ce qui est liant entre théorie et pratique? Est-ce qu'il y a des sortes de, je sais pas, de hackathons ou de cours particuliers ou d'intervenants spécifiques? Alors ça, Maxime en parlera en partie tout à l'heure, mais moi en tout cas, ce que je peux pointer, c'est les projets sur lesquels vont travailler les étudiants pendant le parcours de formation. Et en fait, on va travailler sur trois types de projets. D'une part, c'est des projets d'application, puisqu'en en gros, on a des projets qui sont finalement des exercices qui vont rythmer les formations et leur complexité en fonction de cahier des charges qu'on transmet aux étudiants va aller crescendo au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours de formation. Et puis, on va avoir aussi des projets de commande, puisqu'on a Mhm. un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille régulièrement et qui nous donnent accès, par exemple, à des infrastructures, qui nous donnent accès à des matériels spécifiques qu'on serait bien en peine d'avoir en étant une école, parce que c'est vraiment des matériels de pointe, très haut de gamme, très chers et très encombrants, donc on ne pourrait pas avoir ça dans l'école. En contrepartie, on va faire des projets de commande pour ces partenaires. Et puis, troisième cas de figure, ce qui correspond souvent aux projets de fin d'année, où on est sur des projets finalement qui sont des projets plus personnels, mais qui vont être soumis dans la majorité des cas à une logique de comité de sélection et de validation, souvent constitué par l'équipe pédagogique, mais dans lequel on peut aussi faire entrer des personnes extérieures, parce que c'est pour nous aussi le moyen de les mettre dans les conditions qui sont celles de leur futur professionnel. D'accord. Petite question avant de donner la parole à Maxime sur l'aspect théorie et pratique.
Pour revenir sur le concours rapidement, qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant en termes de background? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait fait? Globalement, il n'y a pas de critères, si ce n'est qu'effectivement, pour rentrer sur un bachelor, on demande aux étudiants d'avoir un bac ou l'équivalent d'un bac et que certaines formations qui sont validées par les diplômes enregistrés au RNCP, ben, effectivement, on va demander soit des prérequis de bac plus 2, bac plus 3, voire plus, ou d'expérience, parce que parfois l'expérience elle a autant de valeur qu'un diplôme académique obtenu auparavant. Donc voilà, si on considère qu'avec un bac on peut candidater, je dirais presque à tous les niveaux de formation, tout dépend de ce qu'on a fait entre le bac et le moment où on se présente aux admissions pour un cursus de formation à l'écart. D'accord, merci pour ces points-là. Maxime, est-ce que tu peux nous éclairer sur la partie mélange entre théorie et pratique? Comment on fait dans une école d'audiovisuel pour à la fois apprendre des choses un peu plus canoniques avec des théories, comment bien écrire, comment bien capter, etc. Et la partie vraiment pratique où on prend la caméra, on va sur le terrain, on fait des choses, on se met en scène. Ouais, c'est une vaste question. La théorie, bon, c'est sûr que c'est très important pour nous puisque ça constitue une assise nécessaire à un apprentissage pratique réussi. Mais globalement, notre école, c'est une école pratique pour que nos étudiants apprennent en faisant. Ce qu'on disait un petit peu au début quand on pitchait en 1 minute, nous, il faut vraiment que nos étudiants fassent, il faut qu'ils soient en situation. Donc, je ne peux pas vraiment te donner de ratio entre les cours pratiques et théoriques, puisque ça dépend vraiment des formations, mais aussi pour moi, ce qui est essentiel, c'est l'implication des étudiants. Pour résumer, en fait, on a 3 projets minimum par an par section, qui jalonner tout le temps les apprentissages théoriques et pratiques, parce qu'il y a des apprentissages théoriques en cours où on peut avoir des grands cours d'histoire du cinéma, on peut avoir cours qui vont être un peu plus fac, entre guillemets, mais on est tous sauf une fac. Je pense que si on vient et on vient à écart, je pense que l'étudiant, ce qu'il veut, c'est toucher la caméra, ce qu'il veut, c'est toucher les lumières, ce qu'il veut, c'est faire de la mise en scène, et donc il y a ces cours pratiques-là. Mais pratiquer pour apprendre à se servir d'une caméra, c'est bien, mais après, il faut être en situation. Et donc, nous, voilà, ce qui est important, c'est que les élèves vont pouvoir exercer en conditions réelles aussi bien la production de leur projet, le tournage et la post-production, parce que c'est vraiment ce qui constituera leur futur métier. Donc, pour vous donner un autre chiffre qui est vraiment parlant là-dessus, l'année dernière, dans le cursus réalisation, on a eu 266 projets tournés durant l'année. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à nos étudiants de tourner, qui se mettent en situation. Et donc, à écart, en fait, comme Christophe a dit plus tôt, on a la chance de posséder notre propre matériel. Et ça, c'est assez intouchable pour une école de cinéma. Alors, nous, on a voulu mettre en place depuis l'année dernière des projets transverses entre les départements de l'école qui permettent aux étudiants de se familiariser avec la chaîne de production audiovisuelle, donc en travaillant avec différents corps de métier. Donc, c'est exactement ce qui les attend en sortant de l'école. Alors, par exemple, lors des projets, je vous prends 2 exemples criants. C'est pour les projets PCP, pour les BTS. Alors, c'est peut-être beaucoup de lettres qui suivent pour certains. Donc, les projets PCP, c'est les projets à caractère professionnel. D'accord. Sont obligés de réaliser les BTS. D'accord? Donc, quand on est en spécialité image, production, son, montage, on va être obligé de faire sa partie et de le soumettre à l'examen national. Sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux scénaristes d'écrire les projets, à notre section de scénaristes d'écrire les projets. On demande aux réalisateurs de fournir un découpage et d'être présent sur le plateau pour diriger le plateau, comme s'il était réalisateur technicien plus tard pour une série pour TF1 où on reçoit un cahier des charges. On fait page et ça ne doit pas sortir du cahier des charges. Donc, c'est un peu l'idée. Et enfin, les BTS production, ils s'associent à ça et ils vont faire donc leur partie en production, en image, en son, en montage, et ils vont jouer leur rôle en fait sur ces projets-là. Pareil, sur un autre projet dont nous, on est extrêmement fiers, c'est le projet Action Enfance. Voilà, c'est une association qui fait un concours avec plusieurs écoles de Paris et de banlieue parisienne. Avec qui nous on travaille maintenant depuis 3-4 ans, qui regroupe donc
les réalisateurs sélectionnés par ces projets au sein de l'école, par l'association. C'est eux qui choisissent les réalisateurs, il y a un appel à projet dessus. Et on va associer nos réalisateurs au master production, parce qu'en fait, durant ces projets, Action Enfance, ils vont allouer 2 000 € de budget pour ces projets, par projet. Et donc, nos master productions, ils vont gérer tout le budget et faire la production exécutive sur ces films. D'accord. Donc, ça, c'est une vraie mise en situation. C'est réel. En plus, nos réalisateurs, ils vont tourner avec des enfants, donc c'est vraiment une chance parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de tourner. Il faut vraiment être un grand réalisateur normalement pour pouvoir tourner avec des enfants. C'est vraiment quelque chose de pas évident, donc il leur faut une certaine maturité aussi. Donc voilà, je voulais parler de ce projet parce que c'est vraiment criant aussi de la manière transverse dont on fait travailler les différents départements d'écart. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de créer. C'est de plus en plus des projets comme ça, voilà, transverses entre chaque département de l'école, pour que toute la partie théorique et pratique apprise en cours prenne un sens lorsqu'ils sont en période de production. Parce que ce qu'on souhaite avant tout, nous, c'est l'employabilité de nos étudiants. Et pour ça, il faut qu'ils aient une conscience plus développée, il faut qu'ils aient une maturité plus avancée de leur métier en sortant d'écart par rapport à ceux qui sortent d'autres écoles. Et c'est ce qui fait la différence pour eux et c'est ce qui va faire la différence quand ils vont être sur le marché du travail. Et donc nous, c'est dans ce sens-là qu'on travaille cette partie théorique et pratique, à chaque fois la mise en situation. Merci Maxime. Du coup, une pédagogie bien spécifique, bien singulière, qui est basée sur l'accompagnement. Et du coup, l'accompagnement, est-ce qu'il est aussi palpable sur la partie alternance et recherche de stage rapidement? Est-ce que vous avez une sorte de bureau qui vous aide, enfin, qui aide les étudiants ou comment vous gérez ça? Bien sûr, ouais, rapidement. En fait, ça fait des années maintenant on a pu tisser comme ça un maillage de liens privilégiés avec les entreprises du secteur de l'audiovisuel, parce on disait tout à l'heure 123 étudiants en alternance cette année. Donc, on a l'habitude comme ça d'avoir des offres qui reviennent chaque année. Donc, nous, on a un service relations entreprises qui accompagne nos étudiants dans leur recherche. Donc, ça se fait aussi basiquement, on va faire un suivi personnalisé qui commence par l'élaboration d'une lettre de motive et d'un CV pertinent. Et donc, nous, on va les accompagner à construire tout ça. Et ensuite, on va mettre en place aussi la diffusion des offres sur les mails étudiants des entreprises, tant pour des stages que pour des postes en alternance ou des contrats pour nos diplômés. D'accord. Donc, une volonté quand même de faire vivre ce réseau-là. Est-ce qu'on a des infos pour la partie post-école? Est-ce que vous savez un petit peu qui est en CDI, combien sont en poste, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez me dire peut-être combien trouvent un CDI à la sortie de l'école? Si le CDI, c'est le bon outil de mesure, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un autre type de profil? Est-ce que c'est du freelance ou autre? Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu là-dessus? Oui, alors en fait, on fait un suivi assez régulier des anciens, puisque notamment un certain nombre de nos formations sont sanctionnées par des certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, le fameux RNCP. Donc on a une obligation de suivi, puisque quand on crée ou qu'on renouvelle un enregistrement au RNCP, on doit fournir des statistiques précises, anonymes, mais en tout cas nominatives, sur le devenir de chaque ancien pendant 2 à 3 ans après sa sortie d'école. Donc, on a une bonne visibilité aujourd'hui sur ce terrain-là. Alors, la question du CDI, effectivement, c'est un peu le réflexe quand on est français de se dire, voilà, le CDI, c'est le statut, c'est le Graal, un peu comme le cinéma tout à l'heure, là, c'est le Graal contractuel, où on a le sentiment que c'est le statut pérenne, où on va gagner sa vie régulièrement, tout va bien, où il n'y a pas d'accro. Alors, c'est clair que tout dépend vraiment des métiers et puis des secteurs dans lesquels nos diplômés vont aller évoluer après leurs études, parce que globalement, il faut avoir en tête qu'un grand nombre de professionnels dans l'audiovisuel sont indépendants. Certains, et c'est ce qu'ils briguent, arrivent à obtenir le statut d'intermittent, qui est un régime extrêmement particulier, puisque, en gros, à partir du moment où vous avez atteint un certain volume d'activité, vous obtenez ce statut qui fait qu'en cas de baisse d'activité l'année suivante, Pôle emploi va compenser le manque à gagner et compléter vos revenus pour vous remettre au même niveau de revenu au total entre ce que vous avez gagné et ces indemnités que ce que vous aviez l'an dernier. Donc voilà, ce qui veut dire aussi que intermittent, ce n'est pas forcément un statut de précaire pour quelqu'un qui fait bien tourner son réseau, qui travaille régulièrement. C'est un peu la boule de neige dans le bon sens du terme. Voilà, donc ça c'est un point qui est à maîtriser et à prendre en compte. En tout cas, il y a des métiers où on retrouve plus de CDI qu'ailleurs, et c'est vrai que dans la production, par exemple, on va retrouver un ratio de CDI qui peut être plus élevé
Globalement, là, moi, j'ai travaillé sur le renouvellement d'un type d'assistant de production. On était quasiment à 55% de CDI sur ces métiers-là dans les 6 à 12 mois suivant la sortie de formation. Donc, Oui, voilà. d'accord. Mais parce que c'est des postes qui sont occupés beaucoup en société de production, en agence de communication, de marketing et de publicité, et dans les chaînes de télévision, qui sont des types de structures qui recourent à des contrats de travail habituels. Quand on est sur des projets de documentaires pour une petite société de production et qu'on est technicien ou réalisateur, il y a quand même de grandes chances qu'on soit plus dans la logique de se présenter sur des contrats qui vont concerner des intermittents. Voilà. D'accord, merci Christophe pour cette précision, notamment sur le statut des gens de l'audiovisuel, que ce soit par rapport à la structure, hein, tu l'as bien précisé. Est-ce que vous avez une idée du taux de placement de vos étudiants en stage en alternance, par exemple, pour compléter? Alors, juste un point sur lequel on peut peut-être aussi donner une précision, parce qu'on a toujours l'impression qu'intermittent, c'est précaire. Voilà, je parlais du suivi des anciens qu'on fait. On récolte aussi les salaires des anciens. D'accord, oui, très C'est bien important. aussi de se rendre compte que, effectivement, il y en a certains qui ont du mal à démarrer en termes d'activité parce qu'ils commencent comme auto-entrepreneurs ou que tant qu'ils n'ont pas acquis les 507 heures qui leur donnent le statut, voilà, faut faire sa première année. Après, quand on regarde les salaires moyens, on est quand même sur une moyenne de 24-25 000 euros par an brut. Donc voilà, on est finalement dans les métiers de l'audiovisuel sur des fourchettes de salaire de débutants qui sont à peu près les mêmes que dans plein d'autres secteurs. Voilà. Bien sûr. Alors après, sur le placement, sur les stages et le placement en alternance, en gros, on doit signer à peu près 400 conventions de stage par an, sachant que dans les cursus, on n'impose pas un stage par an, mais globalement un nombre de semaines de stage sur l'ensemble du cursus. Donc il y a certains étudiants qui se disent dès la première année, moi je commence à comptabiliser mes semaines de stage, à enclencher le compteur et à générer des stages qui vont parfois être dans ces métiers-là très courts. Un stage, ça peut être 3 jours en audiovisuel. C'est sûr que quand on fait un stage en comptabilité, on est plutôt parti sur 1 mois ou 2 mois. Là, c'est lié à l'activité du métier, à l'amplitude des projets. On peut être sur des stages très courts et puis ou très longs. Hein. Il y en a qui signent des stages de 6 mois en sortant de leurs études. Mais voilà, et puis il y en a certains d'autres qui finalement vont travailler sur des projets personnels pendant l'été et vont attendre la 3e année ou la sortie de formation pour enclencher le gros stage qui va leur permettre de valider leur parcours au final. Après, sur les alternants, globalement, dans les formations en alternance, les contrats de professionnalisation sont vraiment majoritaires. La part d'étudiants en stage alterné, elle est ultra, ultra réduite. Et alors, il y a une chose qui est importante aussi à noter, c'est que les statuts de l'école ont évolué l'année dernière, la réglementation aussi, et ce qui fait qu'à partir de la rentrée prochaine, sur nos formations en alternance, les candidats, en fonction de leur profil, pourront dans certains cas avoir le choix entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, sachant qu'il y a un certain nombre de structures dans l'audiovisuel comme dans n'importe quel secteur, pour lequel l'apprentissage, c'est le contrat où on a le sentiment que ça ne coûte rien de rien, et où, par principe, les directions de ressources humaines disent nous, c'est contrat d'apprentissage ou rien. Voilà. Ouais. Donc, on avait jusqu'ici parfois des étudiants qui se trouvaient confrontés à cette difficulté-là. Si en tout cas ils sont restés dans une poursuite d'études depuis leur sortie du bac, ils pourront aussi prétendre au contrat d'apprentissage et donc donner le choix à l'entreprise de souscrire le type de contrat qu'elle souhaite. D'accord, ça c'est important. Je pense que voilà, c'est un élément qui paraît anodin, mais qui est quand même essentiel de rappeler pour un étudiant qui se pose les questions concernant peut-être le taux de réussite sur vos différents diplômes en BTS ou en bac plus 4, bac plus 5. Est-ce que tu pourrais me donner des infos là-dessus? Alors, on a de toute façon 3 typologies de diplômes et finalement à ces 3 typologies de diplômes vont correspondre des taux de réussite un peu différents. On a d'abord des diplômes écoles, hein, donc là on est unique décisionnaire de qui l'obtient et c'est lié aux notes de contrôle continu, notes de projet. Et là, on est en gros sur des fourchettes selon les formations et les années qui vont de 90 à 100%. Sur le BTS, où là, c'est l'examen national, sachant que l'examen national, tout le monde est à la même enseigne. Hein, donc, on a eu l'année dernière, par exemple, 83% de réussite au BTS audiovisuel, d'ailleurs avec un 100% dans l'option production. Et puis sur les certifications enregistrées au RNCP qui sont très formatées également, on était l'année dernière à peu près 93% de réussite. Ok, d'accord. Donc c'est des chiffres quand même qui parlent d'eux-mêmes, hein, notamment sur la partie où tu l'as bien dit, hein, c'est vous qui vous donnez le droit de délivrer sur le contrôle continu, mais à l'inverse, sur la partie BTS, c'est un cursus
nationale. Donc c'est bien de préciser tous ces points-là qui peuvent être des points flous pour certains étudiants sur c'est quoi la différence entre tel diplôme, bachelor, BTS, on ne sait pas forcément. Merci de prendre le temps de nous expliquer tout ça. Sur la partie maintenant politique avec les alumni, est-ce que, on en a parlé un petit peu avant, est-ce que vous pourriez me préciser l'aspect alumni? Qu'est-ce qu'on fait avec les anciens? Le nombre d'anciens peut-être? Est-ce qu'ils reviennent donner des cours? Qu'est-ce qu'on fait avec les fameux anciens de l'écart? Alors, Maxime en parlait tout à l'heure, hein, il évoquait les jurys, les anciens, donc ça, je le laisserai compléter le propos, mais en gros, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on est en train de mettre en place une plateforme alumni, puisque jusqu'à présent, ça se faisait de manière assez informelle, et ça devient, quand on évoquait la notion de réseau tout à l'heure en introduction dans les valeurs de l'école, ça devient vraiment un point qui est prégnant dans la vie de l'école, que de pouvoir finalement faire le lien aussi non seulement entre les anciens, mais entre les anciens et les étudiants et les formateurs, puisque globalement ce sont tous aussi des professionnels. Ouais. Parce que l'idée à travers cette plateforme qui va ouvrir dans les semaines et mois qui viennent et qui va se nourrir de beaucoup d'informations, c'est que ce soit un lieu de connexion entre toutes ces populations pour permettre aussi aux entreprises de publier des offres de stage, de publier des offres de poste, de contrats d'alternance, pour permettre à des gens qui lancent des projets d'aller chercher des ressources parmi les étudiants ou les anciens de l'école pour qu'ils constituent leur équipe projet autour de leur projet et de leur sujet. Voilà, donc ça se met en place, ça prend du temps, c'est beaucoup de données à collecter, c'est des ajustements sur l'outil, sur les utilisations qu'on veut en faire, les droits qu'on donne aux uns aux autres. Enfin voilà, donc on est en plein dans le sujet en ce moment, mais clairement, sur les anciens de manière générale, Maxime va vous donner quelques exemples de profils, mais on les fait venir dans les formations, on les fait parfois revenir, notamment un ancien, je pense à lui en particulier, qui se destinait pas du tout à faire de la régie à l'issue de son bachelor réalisation et qui finalement a mis un doigt dans l'engrenage et s'est rendu compte que c'était pas préparé, organisé le catering et les sandwichs, hein, que ça allait un peu plus loin que ça et qu'il y avait sur des projets de série en coproduction internationale ou de long métrage, la régie c'était un poste qui pouvait être passionnant aussi. Et donc, on l'a fait revenir l'année dernière et l'année d'avant pour, auprès des premières années en réalisation, par exemple, leur parler de ce qui les attend le lendemain où ils auront franchi la porte de l'école avec leur diplôme dans la poche. Voilà. Alors, parfois, ça fait un peu un choc, surtout pour les premières années qui ont encore des étoiles dans les yeux et qui voient l'audiovisuel comme Cannes et recanne. Et en l'occurrence, voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Lorsqu'on fait les projections des films lauréats de l'année, c'est pareil, les jurys, on y intègre souvent des anciens qui viennent aussi faire des masterclass. Enfin, voilà, je vais laisser Maxime nous parler de quelques-uns d'entre eux d'ailleurs. Est-ce que Maxime, oui, tu peux nous donner 2-3 noms, en tout cas des exemples d'anciens et de projets d'anciens? Voilà, c'est ce qui met toujours les étoiles dans les yeux quand on pense cinéma. Oui, nous on a, et pour rejoindre vraiment ce que disait Christophe sur le réseau, et ce qui est super important, c'est qu'on a une équipe comme ça qui s'est rejoint sur les bancs de l'école et qui s'est trouvée, qui s'est créée. C'est vraiment le premier niveau de réseau, voilà, vos camarades. Et eux, ils ont fait cette série sur Canal+, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle L'Effondrement. Voilà, donc il faut savoir que le réalisateur et puis des membres de l'équipe technique et en production, il me semble aussi, étaient tous de l'écart et même un des comédiens qui était de l'écart aussi. Après, on a d'autres exemples, bien sûr, mais comme beaucoup, mais il y a Igor Gottesman aussi qui a fait Five avec Pierre Ninet, qui ensuite a enchaîné sur une série pour Netflix, mais le nom m'échappe à chaque fois. Family Business. Family Business, voilà, tout à fait. Et puis on a aussi Mélanie Offret qui a fait son long métrage Sois heureuse ma poule après avoir fait un court métrage de fin d'études qu'elle a présenté à l'Alpe d'Huez. Et elle est venue en jury l'année dernière. Et après, régulièrement, de toute façon, tous ces gens qu'on vient de citer, ce sont des gens qui reviennent à l'école pour présenter leurs films. Puis parfois, ils font des avant-premières aussi pour nos étudiants, pour avoir un petit testing aussi sur leurs films, quoi. Donc quand même quelques petites pépites au sein d'Écart Paris, et en tout cas des gens qui
qui font des belles choses et c'est bien de le rappeler, je pense, parce que on peut être fier des étudiants qu'on sort Voilà. quand ils ont des beaux projets. Dans la pub, souvent, c'est ceux qui gagnent des Lions ou des grands prix. Là, dans le cinéma, c'est ceux qui ont des beaux projets ou dans l'audiovisuel ou la série. Et je pense que c'est rassurant d'entendre ça et ça fait plaisir de se dire, bah ouais, en passant chez vous, on peut accéder à ce type de poste ou ce type de projet un peu grande taille, grande échelle. Et c'est bien de le rappeler. Ouais, je continue là-dessus, c'est que il faut pas qu'on se dise vous allez être réalisateur de long métrage en sortant d'écart. On veut pas vous former qu'à ça. C'est très important d'être Mm. armé et d'arriver sur le marché du travail euh, euh, en vous disant, OK, je suis formé aussi au montage, je suis formé à cadrer, je suis Bien formé sûr. à pointer, je suis formé à beaucoup de choses. Je suis pas formé que à être metteur en scène. Et mon premier stage, je vais expliquer à l'équipe comment ça se passe sur un plateau, parce que moi, Ouais, bien sûr. voilà, donc faut aussi, quand on parlait de savoir-être, c'est aussi ce qu'on apprend sur les plateaux. Je pense qu'il faut aussi redescendre un peu, avoir un peu d'humilité, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et voilà, le but n'est pas de vous dire vous sortirez d'écart en étant réalisateur de long métrage, surtout pas. Par contre, oui, ça arrive, mais c'est là, ce sont des cas récents. On a aussi Rudy Rosenberg qui a fait le nouveau, mais on sera très heureux d'afficher, comme on fait à chaque fois, l'affiche de votre film dans les couloirs des cars. Je vous invite à venir, vous verrez, il y a plein d'affiches de films, donc il n'y a pas que les exemples que je vous ai cités. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un but parce que on veut être réaliste. On sait que c'est un métier qui fait rêver, mais nous, on a une approche aussi qui se doit d'être froide parce que ce qu'on souhaite, c'est surtout que vous ayez un emploi en sortant. Voilà. D'accord. Et ça, c'est bien de revenir sur des sujets, sur du pragmatisme. C'est important. On va Ouais. passer maintenant à la partie admission, dans laquelle on va s'intéresser aux tarifs, aux conditions de concours, d'entretien, d'épreuves. Du coup, Maxime, on va continuer avec toi. Quel est, par exemple, le tarif des formations et est-ce qu'il y a des aides pour ces cursus-là? Alors, les formations, en francophone, les tarifs, ils vont de 5 700 à 8 800 euros Ok. selon les programmes. Et après, pour les formations en alternance, c'est de l'ordre de 6 800 euros et c'est financé par les entreprises, comme tu l'as précisé plus tôt. Ok, super. Donc voilà, c'est Alors, vraiment important de le dire. ouais. Avoir une entreprise, ça permet de financer son année d'études et c'est non négligeable, je pense. Est-ce que tu peux nous préciser peut-être la liste des épreuves et comment ça se passe en fait? Ouais, mais juste avant ça, je vais juste préciser, parce que j'ai pas répondu entièrement à ta question, sur les aides de financement, c'est que chaque année, nous, on a une enveloppe d'aide, parce que ça pourra vraiment intéresser les gens qui nous regardent. Oui, d'accord. On a une enveloppe d'aide pour un petit nombre d'étudiants en formation initiale qui, eux, ont fait leurs preuves sur l'année précédente. Donc, c'est très important aussi de savoir à qui on va allouer ces aides. Donc, nous, on les distribue en général pas sur la première année. Et ensuite, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent en parallèle de l'école. Hein, c'est inhérent aussi au monde étudiant. Et pour les alternants, bah, comme on a dit, hein, c'est différent. La formation est financée et eux sont rémunérés. Voilà. Donc, pour la liste d'épreuves du concours, je m'y mets tout de suite. Il y a une nuance chez nous, c'est que c'est pas un concours. On assume le fait que ce soit pas un concours. Nous, on fait un Mhm. examen. Voilà, on veut voir vraiment le niveau. Donc, c'est un examen qu'on fait passer au fil des semaines. Donc, on prend rendez-vous en ligne et puis on choisit, en général, en réalisation, c'est le mercredi. Je crois que pour le son, c'est plus tard dans la semaine. Ça doit être le jeudi ou vendredi. Il faut voir ça avec les admissions. Je pense qu'on vous laissera un lien, à mon avis. En tout cas, donc on prend rendez-vous et c'est au fil des semaines jusqu'à la rentrée prochaine, donc jusqu'en septembre. Et donc pour la formation initiale, bah, les épreuves, ça varie en fonction de la formation choisie, mais quel que soit le type de formation, la sélection, elle se fait sur une épreuve écrite. Et il y a un entretien dans la foulée. Alors ça se décompose comment? C'est assez simple. Il y a par exemple, pour les candidats en bachelor réalisation, c'est une analyse de scène de film, euh, une épreuve créative et un questionnaire de culture audiovisuelle. Et ensuite, il y a un entretien de motivation. Voilà. C'est un procédé qui est hors Parcoursup. Donc ça, c'est super important. Et nous, ça nous permet en fait d'apporter une réponse aux candidats dans un délai de 10 jours à peu près. Voilà. Est-ce que du coup, si c'est hors Parcoursup, est-ce que là, on peut encore candidater
Est-ce que tu as des infos sur les prochaines dates, ou en tout cas avec si vous êtes passé en mode Covid-19, comment ça marche? Christophe, je te laisse peut-être Ouais, alors, là-dessus. bien sûr, la sélection pour l'instant, elle se fait à distance, mais en fait, c'était un procédé qu'on avait déjà mis en place pour les candidats qui vivaient en province ou à l'étranger auparavant, lorsque c'était pas possible pour eux de se déplacer. Donc, on est resté finalement sur un mode qui n'est pas un mode dégradé, ça se faisait déjà. Voilà. Donc, Ok. alors, ce qui est clair, c'est que logiquement, on est dans des périodes où on fait des journées portes ouvertes. Bien évidemment, vu le contexte, là, pour le coup, ça n'est pas possible. Et donc, on va pouvoir, avec les mesures de déconfinement progressif, en revanche, commencer à proposer des visites individuelles de l'école. On ne fera pas ça en groupe avec 35 personnes qui suivent un responsable de département ou un assistant plateau, mais on va pouvoir en tout cas faire des visites individuelles de l'école à partir des semaines à venir, en parallèle de la sélection et puis des épreuves qui sont à distance. Ok, merci pour ce point de précision qui est important. Pour continuer, est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, pour un étudiant qui veut venir étudier chez vous? Est-ce que tu as un conseil essentiel à lui donner? Ben, je pense que c'est vraiment très simple, c'est de se poser la question, de savoir en quoi faire de l'audiovisuel est pour lui ou pour elle totalement essentiel. Et puis derrière, du coup, c'est d'essayer d'étayer sa réponse en réunissant ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait jusqu'ici, souvent en tant qu'autodidacte, hein, pour nous montrer ses goûts, son univers, ce qu'il ou ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire qu'en gros, étudiant, vous pouvez venir avec une bande démo, avec un book, avec un scénario que vous avez écrit, une composition musicale dont vous êtes l'auteur, bref, n'importe quelle production artistique personnelle qui va nous permettre de nous rendre compte de l'implication, de comment vous vibrez par rapport à ce monde qu'est l'audiovisuel ou l'artistique au sens plus large. Donc, on peut essayer d'apporter des éléments pour remplir un peu notre dossier et montrer un peu de quoi on est capable. Et même si c'est pas dingue visuellement, on peut se dire, voilà, moi, je suis responsable d'une asso de photos ou je m'occupe de photographier, de faire les vidéos de mon club de foot ou de rugby. Ça, c'est des Complètement. éléments qui vous parlent. Complètement. Ok, Tout donc ça, à je fait. pense que c'est C'est important. exactement ça. Et d'ailleurs, typiquement, l'étudiant qui vient en nous disant j'aime le cinéma et j'aime aller au cinéma le samedi soir, c'est pas avoir ça dans les tripes, quoi. Ouais. Hein, voilà. Alors que s'il a sa carte Gaumont ou UGC et qu'il se fait 2 fois par semaine des films et il essaye de les écrire, en tout cas de les décrypter. Là, il y a peut-être une démarche un peu plus proactive. Ça va vous parler. Ok, super. Je pense que c'est bien de donner des exemples de ce qui peut faire la différence aussi, parce que beaucoup de monde aime le cinéma, beaucoup de monde aime les séries, etc. Mais entre ceux qui aiment et ceux qui veulent en faire un métier, qui ont ça dans les tripes, comme tu viens de dire, hein, et en tant que passion, il y a une différence et c'est bien justement de le montrer et de faire la différence. Moi, j'ai une question maintenant sur un peu plus pratico-pratique, mais par exemple, si je suis étudiant et que j'ai fait un bac option scientifique, j'ai pris de la SVT, j'ai pris de la physique-chimie, mais à côté, j'adore le ciné, j'ai ma carte, j'y vais tous les dimanches soirs et j'y vais solo parce que c'est vraiment un moment intime. Même si j'ai pas le cursus 100% artistique, est-ce que j'ai une chance de venir chez vous, en tout cas que ça se passe plutôt bien? Pour nous, la réponse, elle coule de source, hein, c'est oui, bien sûr. Voilà. Je pense que Il n'y a c'est pas assez clair. d'ambiguïté Ouais. là-dessus. Ok, donc c'est chance à tout le monde, tant qu'on est dans cette démarche de montrer qu'on Exactement. on est friand et qu'on a une appétence sur ces sujets-là. Est-ce que maintenant... Un ouais, dernier truc là-dessus, ouais, c'est que vas-y. au même titre qu'on peut faire un bac S option SVT ou option maths ou peu importe, on peut aussi être un étudiant qui n'a pas forcément réussi à l'école et qui a une créativité vraiment hors du commun. Mhm. Et ces profils-là nous intéressent aussi. On ne se limite pas à choisir quelqu'un voilà, qui va juste avoir c'est pas parce que tu as eu une mention que tu vas être doué forcément dans l'audiovisuel et inversement, hein. Je veux dire, il y a quand même une preuve aussi d'assiduité en cours quand on a des très bonnes notes et on va regarder ces étudiants, on va essayer d'aller les chercher. Mais c'est pas essentiel pour prouver sa créativité. On peut être issu de n'importe quel cursus et avoir n'importe quel parcours. Très, Là, très important ça. Enfin, merci Maxime de souligner ça. Je pense que ça peut rassurer certains étudiants ou certains jeunes qui nous regardent. Merci de préciser ça, c'est important. L'excellence de vouloir académique. dire, de vouloir défendre quelque chose. Avoir quelque chose à dire, c'est déjà un très bon point de vue lorsqu'on veut faire un film. Donc, je pense Bien sûr. que on cherche des gens qui ont des choses à défendre, en fait.
Ok, et je pense que le message est passé, le message est éloquent, il est clair, il est efficace. Est-ce que pour terminer, on va passer à la question-réponse juste après, est-ce que pour terminer, vous pouvez me donner trois mots-clés ou trois concepts forts à l'écart pour donner envie de vous rejoindre en fait? Bon, je vais m'octroyer le droit d'en prendre quatre. Excellence, réseau, employabilité, on en a parlé beaucoup. Et puis quand même, pour clore le débat, passion. Voilà. Ouais, l'élément qu'on met un peu de côté, mais qui est quand même essentiel à la réussite et à la bonne continuité de son parcours scolaire. Et du coup, ça m'amène à la partie questions-réponses où on va prendre un petit peu le temps, on va prendre 3-4 minutes pour essayer de répondre aux questions qu'on a eues nous cette semaine en message privé, plus celles du live et celles notamment sur les inscriptions à venir. Donc, partie questions-réponses. Moi, j'avais noté quelques interrogations qui sont les suivantes. Est-ce qu'on peut passer le concours du BTS audiovisuel en juillet après les rattrapages du bac? Absolument. Hein. Ok, c'est clair, donc on peut le passer, ok, très bien. Alors, La règle est simple, tant qu'il y a de la place, on peut candidater. Ok. Voilà. exactement. Est-ce que maintenant, question relations internationales, est-ce qu'on peut partir étudier à l'étranger ou est-ce qu'on peut faire un stage à l'étranger ou est-ce qu'il y a une possibilité de quitter la France dans le cadre du cursus? Alors aujourd'hui, on peut tout à fait faire un stage à l'étranger, il n'y a aucun Ok, problème là-dessus. Hein. Alors, en plus, quand c'est dans l'espace européen, là, les portes s'ouvrent puisqu'il n'y a pas de porte, tout bien sûr. simplement. Alors, c'est clair que dans le contexte présent, c'est un peu plus difficile de vous dire un oui absolu à tous. Oui, vous pourrez aller faire un stage l'été prochain en Allemagne, en Autriche ou en Espagne. Voilà, on est dans un contexte lié à la pandémie qui est quand même assez particulier et plutôt inédit. Mais dans l'absolu, oui, effectivement, on peut tout à fait le faire. On a d'ailleurs des étudiants qui, une fois sortis de l'école, ont le désir d'aller poursuivre une formation, alors parfois qui peut être redondante avec ce qu'ils ont fait à l'écart, mais c'est le faire dans un autre contexte culturel. Donc on a des étudiants qui partent parfois à UCLA Extension, qui est la branche formation continue de UCLA, qui est quand même une université à Los Angeles réputée pour sa filière d'enseignement sur tout ce qui est entertainment et art audiovisuel. Mhm. Voilà, après, on a aujourd'hui le projet de passer le cap du dessus, puisque l'idée, c'est aussi d'aller commencer à regarder les partenariats qu'on pourrait envisager, notamment en Europe, parce que ça permet aussi d'avoir des coûts de déplacement pour une scolarité à l'étranger moindre que d'aller jusqu'à Los Angeles au prix des scolarités américaines. Mais voilà, ça, c'est pour les projets à l'avenir. Ok, question maintenant pour terminer sur le cursus. On y a déjà répondu, mais pour ceux qui sont venus sur le live peut-être après, est-ce que par exemple je peux rentrer chez vous en Master 1 si j'ai pas forcément fait de formation en audiovisuel avant, en termes de diplôme, mais que je me suis formé avec des amis et que j'ai monté des projets et que j'ai une cam et que je sais m'en servir et j'ai un bon niveau, mais il n'est pas forcément validé par des titres d'école privée ou de fac, et que je voudrais rentrer chez vous en M1. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un entretien particulier? Vous voulez voir la personne ou c'est compliqué? De toute Alors, façon, alors, pour ces projets-là, mais Maxime va pouvoir en parler parce ouais, que il a mis les pieds dans cette filière-là lui-même. Ok. En tout cas, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui n'a pas forcément de compétences audiovisuelles, c'est pas problématique. C'est bien pour ça tout à l'heure que j'évoquais le fait que certains étudiants rentrent directement en deuxième année de master sur la partie alternance, parce que pour le coup, ils ont des compétences opérationnelles et souvent un parcours d'études qui est en lien avec la production audiovisuelle déjà, ou Mhm. l'audiovisuel au sens large. En revanche, on voit très bien arriver des gens en Master 1 qui viennent avec un bac plus 4 en droit, qui ont juste, comme on l'évoquait tout à l'heure, une appétence pour tout ce qui est lié à l'image et à l'audiovisuel au sens large, et qui vont venir se former à la production parce que, effectivement, soit ils pourraient partir sur des écoles qui sont des écoles, souvent des écoles de commerce, et qui offrent des filières qui sont Ouais. orientées production, sauf qu'ils vont avoir dans ces écoles-là une théorie de la production, alors que quand ils viennent à l'écart, ils vont travailler, comme l'évoquait tout à l'heure Maxime, quand il parlait d'Action en France et les tournages de ces projets, ils vont travailler avec d'autres filières
Ils vont travailler sur des projets concrets, ils vont participer à des tournages, on va même les faire passer devant ou derrière la caméra pour qu'ils soient confrontés à finalement ce qu'ils vont eux organiser dans leur vie professionnelle ultérieure. Donc l'idée, c'est effectivement que là, on les baigne dans le milieu audiovisuel, chose qu'ils n'auraient pas dans une école de commerce. Et en revanche, le fait qu'ils ne l'aient pas fait auparavant n'est pas problématique. On va se servir de leurs compétences parce qu'ils viennent d'une filière commerciale, parce qu'ils viennent d'une filière juridique, parce qu'ils ont fait des études en administration d'entreprise. Et tout ça, ça va servir au service de l'opérationnalité du projet sur la dimension audiovisuelle avec des gens dont c'est le job. Merci pour cette réponse très claire. Est-ce que Maxime, Maxime, tu as des choses à ajouter? C'est hyper complet. Juste pour la personne qui serait intéressée justement, donc les modalités du concours d'admission là-dessus, ce sera de regarder un extrait de film avec le prisme du producteur. Voilà. D'accord. Et ensuite, il y aura ce questionnaire culturel et artistique aussi, et bien entendu un examen d'entrée avec un entretien, ça c'est super important, qui associera ça. Mais venez avec ce que vous avez fait ou avec votre parcours, avec votre envie, expliquez-nous pourquoi ce projet. Et ça c'est déterminant quand on rentre en master parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens qui ont mûri leurs réflexions. Les entretiens sont déterminants dans ces cas-là. D'accord, et merci pour ces précisions. On touche à la fin de ce live. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions des étudiants de manière complète et pragmatique. Merci à tous les deux, Maxime et Christophe, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode des School Days avec un focus sur l'écart. On a parlé nouveau campus, on a parlé parcours en anglais, parcours anglophone, on a parlé aussi d'un campus qui va évoluer, on a parlé d'alternance, on a parlé de plein de choses. On met à l'écran les informations pour vous rejoindre avec les mails et le site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les retransmettra. Si vous voulez contacter directement les responsables de l'école, toutes les infos sont là. On vous encourage à regarder, il y a encore de la place. On nous dit que c'est hors Parcoursup, donc il est encore temps de candidater. Merci à tous les deux d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.